Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors, la semaine dernière, n'ayant pas pu vous faire de vidéo suite à un problème technique, cette semaine, je vais tenter de vous en faire deux. Voilà. La vidéo d'aujourd'hui, c'est sur un épisode de Patronus. Donc, comme les dernières fois, 4 personnages qui n'ont pas de Patronus dans les récits d'Harry Potter. Et voilà. Donc, cette semaine, ce sera Voldemort. Ce sera Rufus Scringer, Maugret Foley et Gilderoy Lockhart. Voilà. Et parlant du Seigneur des Ténèbres aujourd'hui, nul autre que sa baguette pour faire le chef d'orchestre. Alors, ça n'a pas été facile pour certains personnages parce que je sais que les Patronus, c'est quelque chose d'assez compliqué et que, normalement, les seigneurs des ténèbres, les mages noirs, mange-morts ne peuvent pas avoir de Patronus parce que l'incantation en elle-même pourrait et va les tuer. Mais ça me permet, entre guillemets, de vous expliquer ce que moi je pense de ces personnages par l'image d'un animal. Voilà. Alors, le premier personnage dont je vais vous parler est nul autre qu'un sorcier qui aime tellement sa célébrité qu'il en devient assoiffé, voire opportuniste. Je crois rien qu'avec ça, vous avez compris que celui que je vais vous parler n'est nul autre que Gilderoy Lockhart. Et pour lui, j'ai pas hésité longtemps et je lui ai mis 7 animaux. Un coucou. Le coucou est un oiseau donc, qui vit dans les plaines ou dans les bois, tout simplement. Il peut avoir facilement la taille d'un faucon cresserelle, pour ceux qui voient ce que c'est. Et ce que j'ai trouvé très ambivalent et très similaire, surtout avec Gilderoy Lockhart, c'est son opportunisme. Parce que on sait bien que Gilderoy Lockhart a écrit un nombre assez important de romans qui lui a valu certaines récompenses, l'ordre du Merlin première classe, le sourire le plus charmeur, etc., par la Gazette du Sorcier, enfin des choses comme ça. Mais on sait aussi que ces romans sont le vol d'actes que d'autres ont fait par le biais du sortilège d'oubliette et qu'il s'est approprié les exploits d'autres. Et le coucou, il se trouve que cet oiseau a une nidification vraiment très particulière, c'est-à-dire que la femelle, elle va pondre un nombre assez important d'œufs, elle en pond environ 20, un peu moins, mais pas dans le même nid. Et c'est-à-dire qu'elle va aller dans le nid d'une autre espèce d'oiseau et elle va pondre un œuf dans ce nid en ayant expulsé un autre œuf de la femelle qu'elle prend un peu pour nounou. Parce que les oiseaux, ils savent pas compter, mais ils savent très bien le nombre d'œufs qu'ils ont grâce à un sens qu'ils ont sous le ventre et ils savent combien ils ont d'œufs. Donc si elle en avait un de plus, l'autre femelle, c'est simple, elle quitte le nid. Et la femelle coucou, donc elle pond ses œufs par-ci par-là. Et l'oisillon, quand il éclot, parce qu'il va éclore l'œuf beaucoup plus tôt que les autres œufs, et ben c'est un tueur silencieux, c'est-à-dire que cet oisillon, il a dans son instinct le fait que quand celui-ci va éclore, il expulse peu de temps après qu'il a éclos l'œuf, que l'oisillon est en mode encore tout rabougri, etc. Et ben il va expulser les autres œufs par-dessus le nid, et comme ça, et ben il est comme un coq en pâte. C'est vraiment quelque chose de très opportuniste. Et c'est vrai que le petit coucou, la femelle d'une autre espèce d'oiseau, qui va donc faire son sevrage, dira-t-on, et ben elle se fait complètement berner.
Et elle perd sa progéniture légitime à cause de ça, parce que c'est ce qu'on appelle un oiseau parasitaire. Il parasite par la nidification. Voilà. Et moi, ça m'a fait beaucoup penser à Guy de Rolles-Lockhart, avec sa façon de s'approprier donc les exploits d'autres sorciers pour pour se donner l'aura et la célébrité qu'il aura, et il va en devenir en fait assoiffé on le voit bien avec Harry, avec les autographes quand il est en retenue dans le 2, on le voit aussi Hermione, Madame Weasley aussi, qui sont complètement en totale admiration devant lui, alors qu'il n'est pas fichu de faire quoi que ce soit. Après, niveau professeur, quand il a été à Poudlard, certes, il est incompétent, mais il essaye quand même de faire certaines choses. Mais c'est vrai aussi que, par exemple, le moment des lutins de Cornouailles, il a été les chercher, il a voulu montrer les choses telles qu'elles étaient à ses élèves, mais la chose qu'il aurait jamais dû faire, c'est les lâcher, parce qu'il n'est pas fichu de rectifier le tir. Faut que ce soit Hermione qui le fasse. Le club de duel, c'est pareil, il a de très bonnes idées, il a de très bonnes initiatives, mais sauf que le reste, il suit pas. C'est ça qui est un peu bête. Et c'est vrai que ce personnage, on le voit bien au moment où la chambre, au dernier moment, quand Ginny Weasley a été enlevée dans la chambre, et que c'est à lui qu'on charge, entre guillemets, de tuer le monstre, parce qu'il s'est vanté qu'il savait toujours où était la chambre, et il aurait mieux fait de tourner sa langue, cette fois dans sa bouche, avant de parler. Il va dire oui, pas de problème, j'y vais, mais sauf qu'en fait, il pense à qu'une chose, c'est à se barrer. Parce que voilà. Et pas de bol pour lui, Harry et Ron vont y mettre leur petit grain de sel, et puis ils vont l'embarquer avec eux dans la chambre. Et c'est de là que va arriver sa fin, dirait-on, entre guillemets, tragique. C'est que Ron, avec sa baguette qui est cassée, il y a déjà eu pas mal de soucis avec cette baguette d'ailleurs, on peut dire merci aux Solconnières, le sortilège qu'il va vouloir lancer sur Harry, donc le sortilège d'oubliette, il va se retourner contre lui et il va finir totalement amnésique et il finira à Sainte-Mangouste. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire en général sur Gilderoy Lockhart et le coucou. C'est pas un personnage que j'apprécie particulièrement, mais sincèrement, je ne peux que rire quand je lis les passages avec Gilderoy, ou même quand on le voit à l'écran, je ne peux que rigoler. Voilà. Le prochain personnage, alors, c'est un personnage qui peut être très déroutant. Par déjà son allure, son physique. On a plutôt un peu comme Antonin Delove, on se demande qu'est-ce qui va nous arriver en gros. Et plus on le découvre, et plus en fait il devient appréciable par sa rudesse et son esprit un peu caustique. Et c'est ça qui est marrant. Alastor Mowbray. Alors, Alastor Mowbray, c'est un personnage vraiment qui est à multiples facettes, et je lui ai mis, alors j'ai réussi pour une fois avec un personnage vraiment qui m'a donné un peu du fil à retordre, à lui mettre un seul animal, qui est ceci, le ratel. Le ratel, alors c'est un animal qui vit en général en Inde ou en Afrique, et c'est un, comment dire, comme vous pouvez le voir sur les images, faut pas se fier à sa taille, parce que c'est pas parce qu'il est de taille moyenne qu'il est pas redoutable. C'est vraiment impressionnant. Et c'est vrai que Mowbray Folleuil est imposant,
par rapport au ratel, mais son côté, il fait un peu penser à un soldat, quoi, le soldat vétéran, un petit peu le type comme Antonin Deloff, type guerrier, mais dans le bon côté. Et c'est vraiment le tacticien militaire presque. Ça me fait un peu penser à ça, dans le sens que il va pas hésiter à se mettre à la place de ses ennemis pour essayer de les contrer. Et c'est la meilleure chose à faire. Mais c'est vrai que c'est très difficile de donner un avis aussi assez objectif sur le Maugret, parce que le plus longtemps qu'on l'a vu dans les films, c'est Barty Croupton Junior qui est sous l'apparence de Maugret. Mais si celui-ci a réussi aussi facilement à duper un homme comme Dumbledore, c'est quand même parce qu'il a dû vraiment montrer qui est la vraie personnalité de Maugret, c'est-à-dire un petit peu méfiant, un peu paranoïaque, qui ne boit que ce qu'il a préparé, qui est tout le temps dans le côté soupçonneux, choses comme ça. Et c'est vrai qu'on peut dire chapeau là-dessus à Barty Croupton Junior, de ce point de vue-là. Et n'empêche, autre chose, Ron le dira lui-même, Maugret est celui qui a rempli la moitié des cellules d'Azkaban, en perte de certaines choses de son intégrité physique. Sa jambe, son nez, un œil, etc. Donc il n'a pas peur d'aller au charbon, comme on dit. Et le ratel, il se trouve que c'est exactement la même chose. Le ratel, cet animal, malgré comme je disais, sa taille moyenne, il ne va pas hésiter pour défendre son territoire et pour défendre sa nourriture, à s'attaquer à plus fort que lui, c'est-à-dire les lions, guépards, les hyènes, etc. Et moi, ce qui m'a beaucoup fait penser aussi à Maugret pour le biais du ratel, c'est que par rapport aux deux animaux que j'ai sélectionnés pour un autre personnage qui va venir sur cette vidéo, c'est l'un des animaux qui a la capacité de pouvoir ingérer et tuer des serpents extrêmement venimeux. Et ça m'a impressionnée parce que je me suis dit, wow, comment un animal comme ça, il peut résister à ces venins. Et en fait, le serpent, quand il va le mordre, la peau du ratel est tellement épaisse qu'il devient insensible aux morsures et même aux piqûres de scorpions et piqûres même de porc-épic, par exemple, parce qu'il ne va pas hésiter non plus. Et il arrivera à ses fins. C'est-à-dire que le mamba noir, le cobra, ils vont pas faire de plis. Et après, il va tomber dans une espèce de coma. Et son métabolisme va, d'une façon magistrale, assimiler ce venin. Et, au bout de quelques heures, en avant Guingamp. Et c'est impressionnant, moi ça m'a impressionné. Et ce qui me suis dit, mais d'où vient cette immunité? Parce que c'est quand même impressionnant. Et en fait, c'est la mère, quand elle a des petits, au jeune âge, je me suis dit, c'est pas possible, elle fait quand même pas ça. Et bien si, elle fait que ses petits, elle va aller vers des trous de serpents ou vers des scorpions. Elle va laisser volontairement ces animaux piquer ou mordre ses petits pour que cette immunité devienne induite. Et ça m'a scotché. Voilà. Après, malgré cette agressivité et ce côté redoutable, c'est un animal qui a un autre aspect qui peut se défendre, ce qui peut faire également penser à Maugret, parce qu'il a plus d'un trou dans son sac. C'est le côté que, comme la moufette, le ratel, pour assommer ou pour neutraliser ou voire même déstabiliser son adversaire ou potentielle proie,
et ben il a le même système de défense que la moufette, c'est-à-dire qu'il va dégager une odeur infernale et infecte. Il peut être d'une agilité magistrale et il a une endurance surtout. Et ça m'a vraiment, quand j'ai lu tout ça sur cet animal, je me suis dit, wow. Après, il a un autre surnom, il s'appelle le blaireau au miel, parce que c'est un énorme mangeur de miel. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai pensé aussi beaucoup à Alastor Maugret, avec cet animal. Parce que c'est vrai que Maugret, c'est que dans le roman, ça c'est dommage. J'aurais voulu le voir en film. Quand je ne sais plus dans quel tome, il faudrait que je vérifie. Quand Vernon Dursley, il va chercher Harry à la gare et qu'il y a les membres de l'ordre avec lui, sauf Sirius, je crois, et que en gros, ils lui font comprendre qu'ils ont intérêt à bien s'occuper de lui et que on connaît Vernon Dursley, hein, plus obtus que lui, il n'y a pas. Et ben, il va s'avancer devant lui et parce qu'ils sont déguisés en moldus. Et il va lui montrer son œil magique pour lui faire comprendre sans dire mot qu'il l'a à l'œil. Et ça, j'adore. Le prochain personnage, donc, ça a été assez facile de trouver un animal pour lui. Mais c'est vrai que d'exploiter ce personnage, ça n'a pas été évident parce qu'on ne le voit pas longtemps à l'écran. Aussi. Mais heureusement, les livres sont là. C'est Rufus Scringer. Et je lui ai attribué ce Patronus. Un tigre. Alors, c'est vrai que j'aurais pu lui mettre un lion. Mais je sais pas, ça m'inspirait pas par rapport à sa barbe et hirsute, etc. Mais ça m'a pas inspiré du tout. Non, j'ai voulu plutôt montrer que ce personnage, il est l'extrême inverse de Cornelius Fudge sur certaines choses. Parce que dans le début du tome 6, j'ai fait exprès de ne pas en parler pendant la description de Cornelius Fudge, et ben on découvre que le ministre de la magie doit rendre des comptes au Premier ministre Moldu. Il doit l'informer de ce qui se passe, ils doivent correspondre, etc. Voire même que le ministre Moldu va être au début énormément surpris, parce que pour lui, le monde de la magie, voilà. Et donc il va être quand même un certain temps en contact avec Cornelius Fudge, voire même, lors du tournoi des 3 sorciers, il va être obligé, Cornelius Fudge, de demander l'autorisation au ministre de Boldu pour amener certaines créatures pour ce fameux tournoi, le Sphinx, les dragons, etc. Et c'est là que qu'on a une première idée de ce qu'est Rufus Scringer quand Cornelius Fudge va lui présenter donc son successeur, vu que celui-ci va démissionner. Et c'est là que le Premier ministre Moldu va avoir une différence assez notable entre Cornelius Fudge et Scringer. Parce qu'il voit un homme austère, un homme qui peut paraître très froid et qui a l'air d'avoir vraiment la tête de l'emploi, etc. Que des fois, le Cornelius Fudge, le Premier ministre Moldu se le dit, il a l'air un peu ridicule. Enfin, il le dit peut-être pas comme ça, mais moi je l'ai perçu comme ça. Là, c'est différent. On a un autre climat, un autre. Il va d'ailleurs lui expliquer ce qui se passe, etc. Et il dira même au ministre Moldu, ne vous inquiétez pas, on gère la situation. Alors que je ne gère rien du tout. Par la suite, donc ce personnage, c'est pour ça que je lui ai mis un tigre, parce que le tigre est donc un félin qui a une certaine posture, une certaine corpulence, malgré toute la grâce qui émane de cet animal, et surtout la fourrure de cet animal, avec ses rayures, peut montrer
ce que je veux dire sur Rufus Scrimgeour, c'est qu'il se camoufle, le tigre, dans son environnement qui l'entoure pour la chasse, par exemple. Et on sait que Rufus Scrimgeour était directeur du bureau des aurores. Me direz-vous, c'est pas parce qu'il y a un tel pedigree que ça peut le rendre forcément compétent. Mais on peut se dire que vu que le retour de Voldemort est quand même là, ça va être une autre paire de manches. Il va peut-être faire les choses pour que, enfin, le ministère se bouge les fesses, si je puis dire. Et il va faire des mesures pour que certaines choses se font, mais il va très vite prendre les travers, entre guillemets, de Cornelius Fudge pour redonner une image du ministère plus belle qu'elle ne l'est, parce que bon, il a fait quand même pas mal de dégâts, Cornelius Fudge, et il veut essayer de donner un climat rassurant alors que c'est loin d'être le cas. Et l'avis de Dumbledore sur Rufus Scrimgeour est que c'est un homme qui a une certaine... qui a roulé sa bosse, en gros, qui est quelqu'un qui est courageux, mais au fur et à mesure, on se rend compte, parce que là, c'est plus dans la lecture, que Rufus Scrimgeour, il veut se servir de l'image de Harry pour faire de la bonne publicité pour le ministère, pour montrer que voilà, on encourage l'élu, on est à ses côtés. Mais par rapport à ce qu'il a vécu les années d'avant, il ne veut pas de ça. Et d'ailleurs, Dumbledore va tout faire pour éviter une rencontre potentielle avec le ministre. Mais ça arrivera quand même. Il me semble à 2 reprises, une fois au terrier par le biais de Percy Weasley, et lors des funérailles de Dumbledore, pour lui dire, voilà, est-ce que vous vouliez aider le ministère, patati. Et après, on les revoit, il me semble, c'est le testament. Le testament d'Albus Dumbledore, quand il leur donne les différents legs qui ont été attribués à notre trio. Voilà. Et cet homme, par rapport au tigre, parce que le tigre est quand même un animal extrêmement redoutable. C'est quand même l'un des félins qui a l'une des mâchoires les plus puissantes. C'est pas lui qui a la plus puissante, mais c'est pas loin. Ça se bat en duel avec d'autres félins qui sont un peu... Voilà. Et celui-ci va se faire donc capturer par les mange-morts. C'était même Voldemort lui-même, je crois. J'ai un doute, faut que je vérifie. Et il va se faire torturer, mais il ne dira rien. Voilà, il ne dira strictement rien. Et ça, là-dessus, on peut lui dire chapeau. C'est quand même un homme qui a, malgré certaines griefs qu'il a pu avoir avec Harry ou Dumbledore, etc., il a gardé son honneur dans sa poche. Malgré tout. Voilà. Alors, le personnage que nous allons aborder est nul autre que le pire ennemi de Harry et d'un grand nombre de personnages qui a fait des dégâts plus qu'importants dans la communauté magique à plusieurs reprises, qui est nul autre que Tom Jedusor, alias Lord Voldemort. Et j'ai pas réussi à me décider pour lui donner un seul et unique Patronus. Il a fallu que je lui en mette 2. Le premier, le voici. Alors je sais, vous allez me dire, mais pourquoi elle parle de Voldemort ? Voldemort, normalement, c'est un seigneur des ténèbres et il ne peut pas produire de Patronus, parce que sinon l'incantation va se retourner contre lui, il y a des asticots qui vont arriver au bout de sa baguette, et retour à l'envoyeur, et il se fait dévorer. Je suis d'accord. Mais c'est pas parce que quelque chose est établi qu'on peut pas se permettre de réfléchir. Je me suis dit, si un exemple, les choses avaient été différentes, quel Patronus ils auraient pu avoir et ça me permet surtout de vous dire, moi, ce que je pense de ces personnages par le biais d'un animal. Et le cobra, c'est un serpent. Voldemort, niveau serpent, je crois qu'on ne peut pas faire mieux. À suite aux multiples Horcruxes 6 qu'il a créés, et ben son visage devient de plus en plus reptilien.
Mais c'est vrai que le 7e involontaire, qui est nul autre que Harry, un de ses Horcruxes est un serpent, Nagini. Il parle fourche-langue. Et le basilic. Le cobra m'a fait énormément penser au Seigneur des Ténèbres grâce à sa posture d'intimidation quand il se dresse et qu'il déploie cette fameuse collerette pour impressionner soit un assaillant ou une proie potentielle. Il va se dresser, il va s'avancer et peut s'avancer en déployant cette collerette, il va cracher du venin, il va souffler, il va se projeter, etc. Mais ce sont souvent des postures qui servent à la défense. Et donc c'est ça qui donne un peu cette aura un peu charismatique à ce serpent, et ça peut faire penser à l'aura que dégage Lord Voldemort, rien que quand il se mouvoie ou quand il entre quelque part. Rien que le nom, Voldemort, est déjà source de peur. Après, ça c'est ce qui se passe quand il va se défendre, mais quand c'est au moment où il faut qu'il pense à son estomac ou que il n'a pas le choix, qu'il va devoir attaquer, il le fera de façon vigoureuse. Et c'est vrai que Voldemort, quand il passe à l'offensive, il n'y va pas dans la dentelle. Après, le cobra a de drôles de mœurs. C'est un ophiphage, c'est-à-dire qu'il se nourrit d'autres serpents. Venimeux également. C'est un peu ragoûtant. Et c'est vrai que ça, c'est pas tellement ça qui me fait penser à Voldemort, mais c'est dans le côté que ses disciples, ses mange-morts, etc., il va pas hésiter à se débarrasser d'eux s'il a plus besoin d'eux. C'est un peu ça. Cet homme, il n'y a que lui qui compte, hein. Le reste, peu importe. Je crois que les seules créatures dans le cours de sa vie qui ont eu peut-être de l'importance, c'est certainement Nagini, parce qu'en plus il y a une part de son âme dedans, et le basilic. Après. Voilà. Mais c'est ça qui est intéressant avec cet animal. C'est que c'est son venin qui peut être extrêmement redoutable, mais pas par rapport à sa dangerosité toxique. C'est la quantité qu'il injecte qui est importante dans cette affaire. C'est selon la quantité qui va faire que plus ou moins on va succomber ou plus vite, parce qu'on suffoque. C'est pareil d'ailleurs avec l'autre serpent que j'ai mis à Voldemort, qui est le mamba noir. Pareil, on suffoque. Mais ils ont des façons différentes de procéder. Voilà. Le Seigneur des Ténèbres, c'est vrai qu'il n'a pas eu des débuts très faciles dans la vie. Ça peut nous faire penser que, c'est vrai que s'il a mal tourné, c'est pas étonnant. Mais moi, je dirais pas ça parce que Neville n'a pas eu des débuts faciles non plus. Harry. Un autre personnage aurait pu très bien mal tourner si il n'avait pas... Justement, il a été capable de voir l'obscurité qu'il avait en lui et de se remettre en question. C'est Albus Dumbledore, quand il, dans son passé, dans sa jeunesse, avec Gellert Grindelwald. Et c'est vrai que ça me fait beaucoup penser à la phrase qu'il dit « Ce ne sont pas nos aptitudes qui font ce que nous sommes, ce sont nos choix. » Et si le Seigneur des Ténèbres est comme ça, c'est bien par choix. C'est son choix et c'est certainement aussi la personnalité qu'il a en lui qui n'est pas recommandable. Mais d'autres personnages auraient pu très mal tourner. Et c'est ça que je trouve génial dans ces romans, c'est qu'il n'y a pas il n'y a pas beaucoup de personnages lisses. C'est des personnages à multiples facettes et qui peuvent, nous surprendre à tout moment. Le Seigneur des Ténèbres est un homme qui peut passer d'une agressivité à un calme plat. Et je trouve que là où il est le plus dangereux, c'est quand il est calme. Et ça me fait penser justement à la fameuse scène dans La Coupe de Feu, et même dans le livre, c'est bien écrit, quand il renaît et qu'il revoit ses mange-morts, et que d'un moment donné, il va passer à l'euphorie, après il va passer à l'excitation, après il va passer à un teint très froid, d'une froideur.
Et d'un coup, une agressivité. Oh, et il y a une chance folle, Harry. Ce qui n'a pas été le cas de Cédric. C'est souvent aussi, par rapport aux serpents que je fais cette relation, parce que souvent quand on croise des serpents extrêmement venimeux, ce n'est pas parce qu'on a cherché à les trouver, à part si on est scientifique ou quelque chose comme ça, mais c'est souvent un concours de circonstances ou un accident de parcours. Et s'il y a bien eu, il y en a eu plusieurs, mais c'est celui-là qui m'est venu dans la tête quand j'ai dit cette phrase. S'il y a bien eu un accident de parcours, c'est bien Cédric, quand ils ont saisi ensemble avec Harry le trophée, parce qu'en plus c'est Harry qui lui a dit bah tiens on y va ensemble, et voilà, pensant retourner à l'entrée du labyrinthe, mais non, et il s'est retrouvé au mauvais endroit au mauvais moment, et Harry va s'en vouloir énormément parce qu'il va croire que c'est sa faute. Et dans un sens c'est pas faux, mais il n'est pas devin. Et c'est pour ça que je lui ai attribué en premier lieu le cobra. Mais c'est un personnage complexe, Voldemort. Et donc, je lui ai attribué ce deuxième animal. Le mamba est un serpent qui est déjà assez impressionnant. Il peut avoir des nuances de couleurs assez variées qui passent du noir mat, mat brillant, jaune, nuances de vert, nuances de gris, etc. C'est un serpent comme le cobra qui peut se dresser. C'est un serpent beaucoup plus agressif que le cobra. Pour défendre son territoire, il ne va pas hésiter à poursuivre sur de très longues distances l'intrus. Mais ce qui m'a beaucoup fait penser à Lord Voldemort pour ce serpent, c'est son venin. Parce que ce venin est extrêmement létal. Et s'il y a bien un personnage qui a été l'un des plus grands meurtriers durant toute cette histoire, c'est bien lui, par le biais de ses disciples, mais bon, c'est quand même lui qui donne les ordres. Mais quand il veut quelque chose, il le fait, et il n'hésitera jamais à se salir les mains. Et moi, il y a des choses que je n'arrive pas à comprendre, des erreurs qu'il a pu faire. Mais je me dis pareil pour beaucoup d'autres personnages, hein, parce que pour lui. Pourquoi il a envoyé Yexley recruter Slogan plutôt que de le tuer, vu ce qu'il savait? Parce que finalement, ça s'est retourné contre lui. Pourquoi il faut absolument que ce soit lui qui tue Harry, alors que, certainement par orgueil, parce que c'est pas une tête qu'il a, c'est un melon, cet homme. Pour lui, il n'y a que lui qui est capable de tuer Harry, il faut que ce soit lui. Mais si ça avait été un autre, la chanson aurait été différente. Parce qu'en plus, on le sait, Voldemort a perdu depuis le tome 4, à cause du sang qu'il a mis dans cette fameuse marmite avec la main de queue de verre et l'os de son père. Le sourire triomphant de Dumbledore est véridique. C'est beaucoup de choses comme ça. Il y en a d'autres, hein, mais sinon, on y passe 2 heures encore. Hein. Voilà. Mais ce que je veux vous dire par ces espèces de serpents, c'est que moi, ce qui m'ont fait penser à Voldemort par le biais du cobra, et là maintenant le mamba, c'est surtout l'aura qu'il dégage. Une aura qui peut passer de l'agressivité, qui peut passer de la passivité, qui peut... Et Voldemort, il est bien comme ça, il peut... Quand il est blessé, c'est pareil, le mamba, il est comme ça aussi. Beaucoup d'animaux sont comme ça. Dès qu'un animal va être blessé, il va être beaucoup plus agressif, ce qui est un peu logique dans un sens. Quand celui-ci, il va être blessé ou être... il se dit, voilà, je vais pas m'en sortir, qu'en gros, et il décuple encore plus d'instinct de survie. Et c'est vrai que Voldemort, c'est un peu pareil. Au moment où ces Horcruxes commencent à se faire détruire les uns après les autres et qu'il commence à le sentir, c'est là qu'il devient encore plus palpable et que cette tension commence à arriver. Et c'est vrai que moi, je trouve, pour ma part, c'est ma petite déception, que ce personnage n'a pas eu la fin qu'il méritait. Je trouve que la fin dans les romans était beaucoup plus palpable, beaucoup plus... Quand j'ai lu, j'avais vraiment une tension qui montait. Je me suis dit, bon, c'est quand que ça va arriver? Et ça m'a fait penser à 2 chiens quand ils veulent se confronter, quand ils se tournent autour.
avant de chercher la faille chez l'adversaire pour lui bondir dessus. Que la fin dans les films, c'est vrai, elle est très belle, elle est jolie à regarder, mais je trouve que côté émotionnel, ça a perdu. Voilà. Et ça aurait permis aussi de montrer une petite once, entre guillemets, d'humanité chez cet homme, quand Bellatrix et lui se battent dos à dos et qu'elle tombe sous le coup de Molly Weasley, parce que Bellatrix Lestrange a fait l'erreur de la sous-estimer. Si j'ai attribué ces espèces de serpents à Lord Voldemort aussi, c'était pour faire un parallèle avec le Patronus que j'ai attribué à Maugrey Folleuil, le ratel. Parce que ces espèces de serpents n'ont pas énormément de prédateurs à l'âge adulte, sauf la mangouste ou le ratel. Et c'est pour ça que j'ai fait ce parallèle, car l'obsession dans la vie de Maugrey Folleuil, c'est bien de mettre à mal et de neutraliser à tout prix ces êtres si malveillants et si mauvais, au détriment de son intégrité physique. C'est sa vie, c'est son combat de chaque instant. Voilà. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une bonne continuation. J'espère que les patronus que j'aurais eu attribués vous semblent judicieux ou non. Et si ce n'est pas le cas, dites-le moi. À plus!